Amandine, bon, je suis contente de te revoir ici à Reims. On devait faire le bilan en fin de saison. Je pense que tu as une saison particulièrement réussie par rapport je pense, aux objectifs du club. Quel bilan t'en retires quel bilan tu fais, je dirais, de la saison passée? Oui, effectivement, on a vraiment eu une bonne deuxième saison en première division. On a pu se stabiliser dans ce classement, finir avec une belle 6e place. On a frôlé la 5e, voilà, à un point près. Donc c'était une saison aboutie qui nous a permis de confirmer la place du Stade de Reims dans cette division 1 féminine. En plus, tu as des joueuses qui ont été remarquées, lors de la remise, les trophées UNFP. Oui, c'est vrai que notre gardienne s'est distinguée. Offensivement aussi, on a des joueuses, voilà, qui ont été performantes, qui ont apporté énormément à l'équipe, et sur les passes décisives et sur le nombre de buts, qui nous ont permis de grimper au classement en toute fin de saison. C'est vrai qu'on a eu une phase retour très prolifique avec beaucoup de buts et beaucoup de bonnes performances, qui a permis à l'équipe de Reims de se détacher un peu des autres équipes du peloton qui était un petit peu derrière nous. Donc c'était une satisfaction individuelle et collective aussi pour l'ensemble de l'équipe. J'ai une question à te poser. On en parle, il arrive qu'on en parle. De ton point de vue, quelle est la place de la femme dans le football féminin en France? C'est vrai qu'on est encore, ça évolue, mais on est encore un petit peu en retrait par rapport à la pratique masculine. Et pourtant, il y a de plus en plus de talents, le niveau augmente, les équipes se resserrent. Et il est vrai que la place de la femme est encore un petit peu en retrait, et qu'on est au quotidien obligé de se battre pour faire connaître notre discipline et pour obtenir de plus en plus de moyens, que ce soit financier ou au niveau des infrastructures. D'accord. En fait, ma question s'orientait un peu plus sur, je dirais, les postes de management, entraîneur, la direction. Comment tu situes, tu occupes ces fonctions depuis quelques années, et tu as aussi beaucoup voyagé, tu as vécu en Angleterre, au Mexique notamment. Tu as observé d'autres peut-être façons de travailler. Comment tu situes en France, chez nous, quelle est la place de la femme justement sur ces deux postes-là? On est très peu nombreuses, donc forcément c'est un combat au quotidien déjà d'atteindre ces postes-là, et une fois qu'on les a, de faire valoir les besoins qu'on a et d'obtenir des choses pour développer la pratique. Donc en France, on est encore un petit peu réticent sur la place de la femme sur ces postes à responsabilité, finalement, les postes de directeur sportif ou de directeur général de club ou d'entraîneur principal sont souvent attribués à des hommes. De plus en plus de femmes tentent de passer leur diplôme ou d'accéder à ces postes-là, mais on sent qu'il y a encore un frein culturel conséquent, et que celles qui y arrivent se sont battues un petit peu plus que ce qu'il ne faudrait. Ouais, d'accord. Bon, ta présence à l'UNECATEF, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'UNECATEF, c'est le syndicat des entraîneurs, le syndicat national des entraîneurs de football. Donc ça faisait un moment que j'étais adhérente, et l'idée de m'inscrire un peu plus, m'investir un petit peu plus dans ce syndicat, c'était pour aider aussi le développement de tout cet aspect féminin, dans lequel il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'on soit plus nombreuses et qu'on soit davantage à avoir envie de choisir ces voies-là. Donc l'idée, en devenant secrétaire général, c'est de pouvoir donner mon avis et le faire porter un petit peu plus haut, de par les expériences que j'ai vécues dans divers pays, avec diverses cultures, et
Et partant de la base du football amateur et maintenant ayant la chance d'être dans un club professionnel et d'entraîner en première division féminine, ça me permet d'avoir quand même une vision assez élargie de la situation et un panel complet de ce qu'il faudrait faire pour améliorer progressivement les choses sur la condition et la place de la femme dans le football. Très intéressant. Très intéressant. Ton voyage à Madrid, hein, tu es parti visiter les installations de l'Atlético de Madrid. Est-ce que tu peux Oui, nous en effectivement, parler un peu l'idée c'est d'aller voir un petit peu tous les ans, quand on peut, parce que bon, avec le Covid c'est pas évident en ce moment, mais d'aller voir ce qui se fait ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres clubs. Et l'exemple de l'Espagne en ce moment, qui a un vrai projet de développement du football féminin via la fédération espagnole qui cherche vraiment à professionnaliser cette pratique. L'idée était d'aller voir un des clubs importants depuis plusieurs années, important de ce championnat qui est l'Atlético Madrid, qui a depuis plusieurs saisons participé en Champions League et qui a de très bons résultats. Donc c'était d'aller voir un petit peu aussi au-delà de l'aspect terrain et entraînement, de voir tous les rouages du club et quelle était la part de la section féminine dans ce club aussi mythique que l'Atlético de Madrid, pour voir comment il fonctionnait et quels étaient les moyens alloués au développement de cette équipe. D'accord. Et comment est perçu le football féminin français de l'autre côté des Pyrénées, d'après toi? Le foot français est bien perçu, c'est-à-dire que notre championnat a une très bonne image en termes de niveau de pratique, de bonnes joueuses, techniquement, tactiquement, un championnat très intéressant. Mais il est vrai que ce qu'on ressent de plus en plus quand on échange avec l'Italie, l'Angleterre ou l'Espagne, on est peut-être un petit peu à la traîne sur l'aspect médiatisation et marketing de ce championnat, qui reste pour moi le meilleur, mais qui n'attire pas le public qu'il devrait attirer. Ou en tout cas pas en nombre suffisant. De ton point de vue, le championnat français de première division féminine est le meilleur Je pense que oui, on va encore tenir peut-être 1 ou 2 années, mais ça se resserre. Il y a les États-Unis aussi qui ont un bon championnat, même si le jeu est un petit peu différent. Et l'Angleterre se rapproche, l'Espagne aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, sur des clubs de milieu de tableau, les clubs français sont quand même un petit peu au-dessus des milieux de tableau des autres pays. Voilà, après, pour vérifier, il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de matchs comme ça entre pays, entre clubs de différents pays, au-delà de la Champions League. Et pourquoi pas, à un moment donné, une coupe européenne ouverte au 4e, 5e et 6e. Ça permettrait aussi, je pense, de voir des choses intéressantes en termes de où on en est dans les différents pays sur le niveau. Donc c'est un objectif pour toi de jouer la Champions League? Oui, c'est sûr qu'on rêve toujours d'aller se comparer à un autre pays, à un classement égal ou à division égale. C'est des choses qui font envie d'aller affronter une autre nation. Parce que bon, en D1, on est 12 clubs, donc on commence à bien se connaître, même s'il y en a qui montent et qui descendent. Et c'est vrai que nous, dès qu'on peut, en tout cas sur nos matchs amicaux, on joue des équipes étrangères pour pouvoir un petit peu se jauger par rapport à l'Allemagne, l'Angleterre ou les pays frontaliers. Donc pour la saison 2021-2022, quels sont les objectifs du Stade de Reims? Les objectifs, ça serait forcément de faire au moins pareil, voire mieux, l'idée étant de progresser de saison en saison et d'être en capacité d'emmener cette équipe toujours un petit peu plus loin. Donc on verra ce que nous réserve la saison, mais en tout cas on a une équipe encore une fois très motivée, jeune et avec beaucoup de talent qui va vouloir encore montrer qu'elle n'est pas là par hasard. Tu as été très active sur le mercato. Quel est le quotidien d'Amandine Miquel au Stade de Reims en période de mercato? C'est une longue journée. Ouais. C'est toujours avoir son téléphone à proximité, regarder les dernières infos, des vidéos de joueuses qu'on peut recevoir, des vidéos d'autres joueuses qu'on ne reçoit pas mais qui sont intéressantes, donc se tenir au courant
des dernières compétitions. Par exemple, cet été, il y avait les Jeux Olympiques, donc peut-être regarder les nations moins en vue sur ces Jeux Olympiques, mais qui ont de très bonnes joueuses. Voilà, c'est être en capacité de recruter de façon maligne sur des joueuses que les autres n'ont peut-être pas vues ou pas encore vues. Donc c'est essayer d'avoir un temps d'avance sur la concurrence, ce qui demande un investissement énorme sur toutes les journées. Ouais. J'ai rencontré Aimé Jacquet il y a quelques années. Nous avions dîné ensemble après un match. Il était invité par le président d'Évian Toulon-Gaillard. Et il nous avait dit qu'il avait refusé le Real de Madrid parce qu'il ne parlait pas espagnol à cette époque-là. Je pense qu'il était à Bordeaux à ce moment-là. Le fait que tu parles anglais couramment, espagnol couramment, tu es française, j'imagine que cela te facilite, ça t'aide en termes de communication avec tes joueuses. Tu sens que c'est un plus, aussi au niveau du recrutement. Hein? Oui, je pense que c'est un avantage. C'est toujours mieux d'avoir une partie ou voir le staff entier quand on peut qui parle plusieurs langues, parce que c'est un frein en moins en fait. C'est vrai quand on s'apprête à recruter une joueuse d'un autre pays, il faut prendre en compte la culture, l'éloignement, et je pense que de se contenter de rester sur des bases purement tactiques ou que sur du football, ça suffit pas. Pour intégrer une joueuse, il faut être en capacité d'échanger avec elle sur des choses du quotidien aussi pour l'accueillir, pour la faire se sentir bien en France. Et forcément, de ne pas avoir besoin de traducteurs ou de tierces personnes ou d'intermédiaires pour s'adresser à ses propres joueuses, c'est un élément majeur, je pense, aussi sur les effectifs d'aujourd'hui qui sont avec beaucoup de nationalités, et ça va continuer ainsi, et je pense qu'on doit être en capacité de pouvoir s'adresser à tout le monde équitablement. Très bien. D'ailleurs, à quel moment tu t'es dit je veux entraîner? À quel moment cette idée devient vraiment un objectif pour toi? C'était assez jeune, hein. Quand j'ai arrêté de jouer, je me suis dit ça serait bien de rester dans le football, d'essayer de transmettre ce que j'avais pu vivre en tant que joueuse et mes différentes expériences autrement. Et j'ai assez vite choisi le poste d'entraîneur, hein, parce que c'est vrai qu'il y a différents métiers dans le football. Et le côté accompagnement de l'être humain, la pédagogie, les liens humains, tout ça c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Je suis quelqu'un d'assez sociable et convivial, et l'idée d'essayer de mener un groupe d'un point A à un point B me paraissait attrayante, et donc ça fait maintenant une douzaine d'années que j'en fais mon métier avec autant de plaisir tous les matins. Bon. On est toujours content de t'accompagner au niveau de l'agence. Je pense que tu as un profil, je pense, rare, dans le sens où tu as une formation française, mais aussi très internationale. D'un point de vue culturel, tu arrives tu as des résultats, puisque tes recrutements ont été bons, notamment depuis ton arrivée au Stade de Reims, puisque tes joueuses sont sollicitées par des grands clubs, français ou étrangers. On va te souhaiter bien évidemment que la saison 21-22 soit bonne. Je voulais aussi te demander quel a été l'impact, avant de terminer, quel a été l'impact de ton point de vue du Covid pour toi, pour ton équipe, au niveau de ton recrutement. Et l'ambiance également au sein de ton groupe. Oui, c'est sûr que le Covid a été une période difficile à passer. Déjà en termes de recrutement, ça a compliqué énormément les choses déjà de façon administrative. Et puis en termes de possibilités d'observation d'une joueuse, la difficulté de se rendre dans les différents pays ou de faire venir une joueuse a vraiment
compliquer les choses. Et après, en interne, forcément, même si on a eu la chance en première division sur la saison passée de jouer tout le long, on a bien senti que le fait de jouer sans public, de ne même pas avoir les familles au bord du terrain, le fait d'être une des seules disciplines à jouer m'a apporté un coup au moral aux joueuses par moment en termes de motivation, d'avoir l'impression de jouer pour personne. Finalement, il y avait très peu de mouvement autour du stade. Et oui, c'était un sentiment très particulier. On est content et on espère qu'on va retrouver un petit peu de public et que ça va redynamiser un petit peu cette pratique. Très bien. Bon, ça va te sauter. Je n'aime pas parler de chance, c'est un mot. Je pense qu'il devrait pas exister dans le dictionnaire. On provoque ces opportunités. Tu n'es pas là par hasard. Et puis, on refera le point peut-être en fin de saison. Oui. Merci Voilà. Amandine. Merci.